bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis bien évidemment super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR review. La dernière vidéo review c'était probablement sur My Hero Academia. J'avais aussi fait des reviews sur la saison 4 de SNK, d'ailleurs ça va bientôt revenir et il y aura des reviews également. Mais là on se retrouve pour tout simplement un des animés que j'attendais le plus, bien évidemment, la saison 2 de Demon Slayer. Je suis tellement content de pouvoir vous retrouver, tout simplement pour pouvoir vous en faire des reviews, et tout simplement parce que on retrouve Demon Slayer, hein. Moi c'est un univers que j'apprécie particulièrement, je pense que vous l'avez vu quand même sur la chaîne, j'en ai parlé assez souvent et c'est pas pour rien, tout simplement parce que vraiment je kiffe cet animé. J'avais vraiment beaucoup aimé la première saison, j'attendais de voir un petit peu la confirmation avec le film et j'ai vraiment kiffé le film. Donc cette saison 2 je l'attendais vraiment de pied ferme. Alors il y en a qui ont du mal un petit peu à situer cette saison, puisqu'il y a aussi une pré-saison qui en fait résumait les éléments du film. Donc je vais préciser, ici c'est bel et bien la saison 2 épisode 1 et non pas la saison 2 épisode 8, puisque dans la dernière pré-saison on va dire qu'il y a eu 7 épisodes pour résumer le film. Après c'est sensiblement la même chose, hein, que vous dites saison 2 épisode 8 ou saison 2 épisode 1, c'est globalement la même chose, c'est juste qu'il y a un pré-arc avant celui-là, mais dont on se fiche complètement puisque la plupart d'entre nous on a vu le film. En tout cas c'était mon cas, je l'ai vu au cinéma, donc je n'allais pas me retaper les 7 épisodes qui résumaient le film, même s'il y avait quelques 2-3 petites scènes inédites par-ci par-là, ça m'intéressait pas forcément. Alors que la suite des événements de Kimetsu, bien évidemment que ça m'intéresse, et on va reprendre directement. Donc on a voilà ce petit récapitulatif du film. On revoit évidemment du coup la mort de Rengoku, ça c'est pas une surprise, et dès la 3e minute on va mettre le spectateur un peu en PLS, hein, puisqu'on voit Senjuro, donc le petit frère de Rengoku, enfin de Kyojuro Rengoku, qui tout simplement apprend la nouvelle, hein, concernant son frère, malheureusement, puisque on le sait, on a vu le film, il est mort. Il apprend la nouvelle par le corbeau de Rengoku, et directement on est sur une scène assez poignante, hein, mine de rien, une scène assez forte, puisque finalement il n'y a pas grand chose, on voit juste voilà, Senjuro qui s'écroule par terre. À titre personnel, franchement ça m'a fait, j'ai trouvé que ça faisait de l'effet, ça rendait bien, parce qu'il n'y avait pas besoin d'en dire plus, d'en montrer plus, on comprenait tout de suite ce qui se passait. J'ai trouvé ça vraiment assez poignant. Là on va dire où la saison démarre vraiment, où les événements post-film finalement vont vraiment démarrer, c'est qu'on se retrouve dans cette ville, dans ce village, on ne sait pas vraiment où c'est. Au début je pensais que c'était le quartier des plaisirs vu que c'est le nom de l'arc, mais en fait non. Et en fait on va y retrouver une famille voilà, qui parle de leur fils, fière de leur fils. Alors moi j'avais aucune idée de qui ils parlaient. Voilà, une famille vraiment voilà, fière de leur fils, ils vont le vanter devant leurs amis, etc. Et on se rend compte finalement qu'il y a Akaza qui vient pour voir cet enfant, et donc à partir de ce moment là on comprend qu'il s'agit de Muzan. Alors on le sait, Muzan peut prendre le corps, hein, de qui il veut, l'apparence de qui il veut. Je sais pas si c'était le corps d'un enfant qui existait, ou est-ce qu'il a vraiment juste modifié son propre corps. Pour le coup j'ai un petit peu oublié cette partie là, mais c'est vrai que c'est une partie qu'on ne peut pas oublier, hein, la partie transformation de Muzan. On se souvient tous de la forme féminine qu'il avait en fin de saison 1 par exemple. Enfin bref, et donc on a vraiment ce sentiment où on voyait Akaza comme surpuissant. Jusque là il est extrêmement puissant, Akaza, et là on le voit mais d'une soumission, c'est assez incroyable. On sent que Muzan c'est vraiment le boss ultime, le boss de fin. Ça se voit, ça se ressent, et c'est voilà, ça en impose. On va dire que clairement quand tu vois toi Akaza, que tu l'as vu clairement être super en confiance, bien que évidemment mis à mal à la fin du film, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, et quand tu vois la leçon que va lui faire Muzan, tu te dis ok, Muzan c'est vraiment quelqu'un. Et c'est vrai que il va souligner un point assez intéressant, Muzan, c'est que effectivement Akaza, mine de rien, n'a pas pu tuer plus que Rengoku. Donc comme quoi
effectivement il a bel et bien échoué à sa mission. Et voilà, j'ai trouvé la scène assez impressionnante. On voit également du coup qu'il y a tout ce côté sanguin. Alors ça avait déjà été montré en première saison où Muzan peut, on va dire, altérer le corps de quelqu'un, agir sur le corps de quelqu'un. On avait vu, alors je crois que dans la première saison il faisait exploser, pas exploser des gens, mais liquéfier des gens de l'intérieur, quelque chose comme ça, enfin bref, un truc assez glauque, et on voit qu'il fait à peu près la même chose. Sur Akaza, vraiment il l'attaque de l'intérieur sans même le toucher, et Akaza est clairement en PLS total. Clairement, quand on voit Akaza dans quel état il est à la fin de cette discussion, si on peut appeler ça une discussion, moi j'appellerais ça plutôt vraiment une correction, vraiment il l'a absolument démoli. Et ben clairement on voit que Akaza est vraiment en sang, hein. On sent que ça ne fait pas du bien clairement, et j'étais assez choqué d'ailleurs de voir à quel point il avait été mis dans le mal. Enfin bref, ce qui suit de cette scène, on va laisser un petit peu les démons de côté. Ce qui va suivre cette scène, c'est alors on retrouve Zenitsu qui est mal en point, enfin qui est mal en point ça va, mais qui doit se reposer avec Tanjiro, et finalement Tanjiro est parti pour aller voir Senjuro. Et du coup en allant voir Senjuro, il va tomber sur Senjuro et le père de Rengoku, qui va se montrer être vraiment odieux. On sent qu'il est complètement torché sous alcool. On sent que finalement on sent une tristesse avec le père de Rengoku, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. On sent vraiment une immense tristesse envers lui, mais qui se transmet en une colère. Il va avoir la haine, il va dire vraiment des choses horribles envers son fils qu'il ne pense pas, on le sait bien, on le sent bien, mais il va quand même avoir des mots très très durs, même envers Senjuro, en lui disant voilà, les obsèques sont passées, passe à autre chose, etc. Mais on sent clairement, c'est fait avec assez peu de subtilité. On sent que vraiment le père de Rengoku est triste et que ça se transmet en colère, avec également voilà, ce côté complètement alcoolique. Voilà, on sent que lui aussi est dans le mal, mais on va avoir évidemment de la peine pour Senjuro principalement. Et Tanjiro, bon, toujours aussi bon, hein, toujours aussi bon cœur, toujours aussi bon garçon, hein, c'est pour ça qu'on aime le perso, qui va clairement voilà, s'opposer au père et défendre Rengoku, même si on va dire que c'est un match qui va se terminer sur une égalité, victoire par KO du crâne de Tanjiro. Et ce qui est intéressant ici, c'est la conversation autour du souffle du soleil, comme quoi Tanjiro aurait les boucles d'oreilles représentatives du souffle du soleil. Alors c'est vrai que ça représente un soleil, on le voyait bien, et puis c'était celle de son père. Donc est-ce que son père maîtrisait le souffle du soleil, ou est-ce qu'il maîtrisait que la danse du dieu du feu? Je pense qu'il maîtrisait le souffle du soleil, mais du coup, est-ce que c'était lui le créateur originel, enfin le possesseur originel? Je ne pense pas, hein, puisque il était pas si vieux que ça, je veux dire le père de Tanjiro, donc je pense que c'était pas lui qui avait vraiment créé qui a eu le premier souffle. Je pense que les pourfendeurs de démons et les souffles, ça existe depuis longtemps quand même. Donc c'est vrai que c'est assez énigmatique. Est-ce que du coup Tanjiro serait le descendant de celui qui possède le souffle du soleil? Pourquoi pas, je pense, pourquoi pas un ancien ancêtre. Enfin bref, on a tout ce truc là, on insiste sur le fait que ce soit le souffle originel, que tous les autres souffles ont dérivé de celui-ci, parce que oui, il y a des souffles qui sont dérivés d'autres souffles, hein, notamment le souffle de l'amour qui est un dérivé du souffle du feu par exemple. Enfin bref, ça reste encore assez énigmatique. On imagine que Tanjiro, peut-être à la fin de l'œuvre, arrivera à maîtriser le souffle du soleil, ou quelques techniques en rapport avec ce souffle. En tout cas, on verra déjà qu'il maîtrise la danse du dieu du feu, etc. Enfin, ça reste assez énigmatique, mais on en apprendra peut-être plus avec le fameux livre des Rengoku. Ensuite, du coup, on a la conversation entre Senjuro et Tanjiro, donc c'est quelque chose là aussi d'assez larmoyant, d'assez émouvant, où voilà, Tanjiro et Senjuro vont discuter ensemble de Rengoku. Il y a cette fameuse question où on lui demande voilà, comment est-ce qu'il est parti mon frère, est-ce qu'il est parti en héros? On sent que c'est ça la question, hein, qui lui taraude à Senjuro, c'est voilà, de savoir comment est-ce qu'est parti son frère. On sent qu'il le vit évidemment très très mal, ce qui est normal, et c'était encore une fois, hein, je trouvais assez émouvant, et j'ai bien aimé cette scène tout simplement, puisque on a aussi où on apprend que Senjuro devait devenir pourfendeur pour reprendre l'héritage de son frère, mais que finalement en fait c'est juste pas fait pour lui. Voilà, thématique aussi
ça assez cool de dire bah voilà aussi, voilà c'est aussi une thématique de vie, hein, de se dire bah ouais des fois t'es juste pas fait pour ça. Je trouvais ça intéressant. Et après on va voir que Senjuro va donner à Tanjiro le... Bah je sais même pas comment appeler ça en fait, l'espèce de médaillon de sabre de Rengoku. Voilà, il va lui donner en guise de porte-bonheur. Bah, je trouve que c'est assez intéressant. D'ailleurs je pensais que du coup il le mettrait directement à son sabre Tanjiro, mais finalement non, on voit qu'après il a son sabre noir classique, et donc il va pas le mettre, en tout cas pas tout de suite. Et pour clôturer voilà, ce petit moment chez la famille Rengoku, la scène la plus poignante de l'épisode évidemment qui fait assez mal, c'est bah, quand Senjuro va dire les derniers mots de Rengoku au père justement, et que le père de la famille bah, va être en larmes. Évidemment quand on sait que c'est voilà, une espèce de caricature de l'homme fort qu'il essaye de se cacher, et que quand on voit que bah voilà, quand il repense à son fils, à ce que représentait son fils, eh bien ça fait pleurer le père qui paraît si dur, bah voilà, si dur avec ses enfants. Bah forcément en tant que spectateur ça nous fait quelque chose, et j'ai trouvé la scène hyper émouvante, et bah vraiment très réussie, hein, tout simplement. Ensuite on a le droit à une scène d'humour entre Tanjiro et le mec qui fabrique les sabres. Alors c'est vrai que bah, fallait s'y attendre, hein, tout simplement. C'est vrai que j'ai pensé à ça quand je me souviens au cinéma, quand il y avait cette fameuse scène où il lance son sabre. Je me suis dit ok, ça clairement le mec va se plaindre. C'était sûr. Donc voilà, petit gag sympa. Et puis après bah, on retrouve le trio réuni. Bah, en train de manger, en train de se reposer. Et après c'est le retour de l'entraînement. Moment plutôt intéressant je trouve, puisque on va quand même faire une grosse ellipse, hein. On va quand même faire une ellipse de 4 mois, donc honnêtement je trouve que c'est beaucoup, je trouve que c'est pas mal. Et bah, on va suivre leur entraînement un petit peu. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Alors déjà, ça peut paraître anodin, mais je trouve que les héros sont devenus hyper musclés. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense qu'ils ont grossi le trait volontairement pour montrer que voilà, ils ont effectivement pris en masse, et que l'entraînement est fructueux. C'est une manière visuelle de montrer que les personnages s'améliorent. Il y a un personnage qui a l'air d'évoluer dans le bon sens, évidemment c'est Zenitsu. On en voit assez peu de lui, hein, dans l'épisode, et il est toujours pleurnichard, mais ça c'est un côté qui restera jusqu'à la fin de l'œuvre, parce que c'est un comic relief, donc il n'est pas fait pour changer de personnalité. À vrai dire c'est pas le côté pleurnichard qui me déplaît chez Zenitsu, puisque j'aime plutôt bien le perso. C'est vraiment le côté où il n'essayait pas en fait de se débrouiller avant. C'était ça qui m'agaçait en saison 1. Alors que là, et bah il essaye de se débrouiller, on sent qu'il a pris en assurance, en charisme, et il restera toujours pleurnichard, c'est pas ça le problème. Mais on apprend déjà qu'il fait des missions en solo, et oui, et ça j'étais très content, puisqu'on nous dit Zenitsu ne rechigne presque plus face aux missions individuelles, ce qui signifie bel et bien qu'il fait des missions individuelles. Et ça franchement je trouve ça très bien de voir que ça y est, Zenitsu se débrouille par lui-même. Alors après bien sûr à voir si est-ce qu'il se débrouille par lui-même sans être endormi, ou est-ce qu'il a peut-être appris à plus s'endormir entre guillemets, s'endormir plus souvent pour laisser le contrôle à son espèce de lucidité lorsqu'il est endormi. Je ne sais pas, mais en fait on s'en fiche complètement. Le tout c'est que voilà, Zenitsu maintenant bah, il s'en sort plutôt bien. D'ailleurs bah il est comme les deux autres, c'est-à-dire qu'avec l'entraînement, bah, Zenitsu est vachement musclé. Je trouve vraiment que ça fait super bizarre dans l'épisode. Quand tu le vois en fond, tu vois que Zenitsu a des tablettes de fou comme les deux autres. Autant sur Inosuke, bon, on a l'habitude, autant sur Tanjiro, ça fait un peu bizarre, autant sur Zenitsu, ça fait vraiment bizarre, mais dans le bon sens du terme, ça fait, en fait, comme je dis, c'est une manière visuelle de montrer que les personnages prennent en puissance. C'est peut-être un peu bête et méchant, voilà, muscle égale puissance, mais c'est une manière très simple pour montrer aux spectateurs que l'entraînement sert à quelque chose. Donc ça, bah franchement, je kiffe. Si Zenitsu peut garder sa personnalité pleurnichard, peureux, mais en étant cette fois-ci débrouillard, et bah franchement, j'aime beaucoup l'idée, j'apprécie, et ça peut être génial. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Zenitsu. D'ailleurs, quand on voit l'opening à la fin, on sent que il va avoir quand même un rôle assez actif. On le voit beaucoup endormi dans l'opening. Alors c'est que l'opening bien sûr, mais je pense que vraiment Zenitsu ça y est, va avoir une part beaucoup plus importante au niveau des combats, au niveau des affrontements, et ça vraiment c'est cool.
Ensuite, scène franchement intéressante, on va voir du coup Tanjiro qui part en mission solo, bon toujours avec Nezuko bien sûr. Et donc du coup il va affronter un démon et donc justement on a ce duo qui est vraiment formé, ça j'aime beaucoup aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste Tanjiro qui se bat et ça a toujours été comme ça déjà depuis le début, mais un petit peu moins au tout début puisque Nezuko avait sans doute un petit peu de mal je pense à contrôler sa forme de démon et même ses pouvoirs. Mais là ça y est, c'est pas juste Tanjiro, c'est vraiment Tanjiro et Nezuko qui se battent. Il y a une vraie synergie entre les frères et sœurs. Et c'est super intéressant visuellement, je trouve, d'avoir un mec au sabre et du coup Nezuko qui elle est à la main et avec des pouvoirs différents de Tanjiro. Le fait qu'il puisse y avoir une synergie entre les deux, un travail d'équipe, franchement, et je trouve ça trop cool. Je trouve que visuellement c'est intéressant, évidemment dans les thématiques frères et sœurs qui sont une thématique importante de Demon Slayer. Franchement c'est super cool à voir. Et j'ai hâte de voir le rôle de Nezuko à travers cette saison et la synergie qu'elle va avoir avec Tanjiro en combat, puisqu'évidemment la synergie frère et sœur on la connaît déjà. Il y a eu un petit peu d'affrontement et de synergie entre les deux dans la première saison, mais là on sent que ça risque d'être appuyé puisque Nezuko et Tanjiro sont tous les deux clairement devenus plus expérimentés et plus forts. Donc là ça y est, ils peuvent on va dire être bien coordonnés. C'est vraiment assez caricatural presque, hein. C'est très chorégraphié, on les voit vraiment se battre ensemble, on sent par la mise en scène. Je pense notamment au fameux plan où ils sautent tous les deux en même temps. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti, hein, mais on sent par la mise en scène que ça y est, les deux savent se battre ensemble, les deux sont parfaitement synchronisés, ont une vraie synergie justement de frères et sœurs, et qu'à partir de maintenant, ils risquent de beaucoup plus se battre ensemble. Alors je pense qu'on aura peut-être quelques scènes où Tanjiro sera encore en solitaire quand ça sera de jour, mais je pense que au vu aussi de l'opening qu'on a vu et des visuels, je pense que l'arc risque de se passer principalement de nuit. Alors à vérifier, je sais pas sur combien de temps va s'étendre l'arc, est-ce que ce sera sur plusieurs jours, est-ce que ce sera sur une seule nuit, parfois ça arrive, bon ça m'étonnerait vraiment beaucoup mais parfois ça arrive. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça, et encore une fois cette synergie Tanjiro Nezuko, personnellement j'ai kiffé. Et ensuite du coup, pour parler quand même un peu de l'animation, vu que là c'est quand même un combat, un affrontement, on est habitué, c'est Ufotable, super propre, super clean, très joli, j'aime toujours autant le visuel des mouvements en fait, des mouvements, que ce soit mouvement de l'eau, du feu, ou même mouvement de la foudre qu'on a pu voir dans l'opening. Je kiffe le visuel avec des traits noirs très appuyés, un espèce d'effet lumineux en fait dans l'eau, c'est-à-dire que l'eau est très flashy, un bleu vraiment très bleu électrique. Franchement je kiffe toujours autant les visuels, je kiffe toujours autant l'animation, et voilà, franchement c'est très propre, il n'y a absolument rien à redire dessus. Et ensuite du coup on fait la rencontre du pilier du son, je crois qu'il s'appelle Isui, mais je suis pas sûr, ouais, Isui je crois. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça. Donc le pilier du son qui dit avoir besoin de combattants pour aller, je ne sais plus, je sais pas si c'est pas une mission, quelque chose. Je vous avoue que j'ai un petit peu oublié ce moment-là. Et donc Tanjiro s'interpose, et une fois que Tanjiro s'est interposé, il y a aussi Zenitsu et Inosuke qui interviennent pour aider Tanjiro. Et là, il y a plusieurs choses que j'ai kiffé là-dedans. Bon, déjà, c'est vachement bien animé aussi quand ils arrivent, je trouve. Que ça fait. On sent vraiment qu'il y a eu une vraie évolution pour les personnages. On sent que c'est plus vraiment les mêmes. Que clairement, ils sont beaucoup plus expérimentés quand tu vois les mouvements et même le regard de Zenitsu quand il arrive. Parce que autant sur Inosuke et Tanjiro, on les savait débrouillards et plutôt forts. C'est vraiment pour ça que je trouve que c'est Zenitsu qui se démarque le plus. Mais quand tu les vois quand même les deux arriver avec ce fameux regard de Zenitsu, et même cette chorégraphie, cette animation qui est super fluide, super stylée, tu sens clairement l'évolution du personnage, tu sens que c'est plus les mêmes, tu sens qu'ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus matures, et que quand tu vois après du coup le trio se reformer, qui d'ailleurs est très probablement la miniature de cette vidéo, quand tu vois le trio vraiment se former, tu sens aussi une cohésion d'équipe, tu sens une synergie aussi.
Et ce que je trouve génial dans ce plan et dans cette scène de manière générale, c'est que là du coup tu sens vraiment que ça fait longtemps que les mecs se connaissent. Là ça doit faire à peu près 5-6 mois que les mecs se connaissent, et je trouve que ça se ressent vraiment avec ce simple plan iconique, mais aussi avec leur arrivée, puisque comment expliquer, on a l'impression que voilà, ils sont vraiment prêts sans spécialement réfléchir à aller aider Tanjiro. C'est-à-dire que voilà, ils n'étaient pas présents dans la scène, ils voient qu'il y a du grabuge, ils voient que ça concerne Tanjiro, direct ils y vont sans se poser de questions. Et ça je kiffe tout simplement, ça je kiffe. Voilà cet aspect où vraiment tu sens que ça y est, le trio il est formé, le trio ils sont clairement attachés les uns aux autres. Alors c'était déjà le cas évidemment avant, mais là j'ai trouvé que c'était le cas d'autant plus. Ce qui est normal, hein, vu qu'il s'est passé du temps. Mais voilà, après c'est peut-être juste un ressenti, mais j'ai vraiment ressenti avec cette scène, avec voilà, ce plan assez iconique, bah que voilà, il y avait une vraie solidarité entre les trois. Et je kiffe tout simplement cet aspect solidaire, je kiffe. Et donc ensuite, bah voilà, c'est l'heure du départ pour le nouvel arc, aussi simplement que ça. C'est l'heure du départ de Isui, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke pour le prochain arc, donc le quartier des plaisirs, là où réside un démon, qui est donc un démon féminin, mais comme je ne lis pas le manga, je n'en sais pas plus. D'ailleurs un vrai kiff de ne pas avoir lu le manga et de pouvoir tout découvrir, c'est super cool. Et voilà, ça annonce que du bon, et après ça, on a le droit à l'opening qui est honnêtement une masterclass. Je pense qu'il sera pas aussi culte que l'opening 1 parce que voilà, l'opening 1 est vraiment devenu culte, donc je pense pas que ça le sera autant, mais en tout cas, c'est une vraie masterclass en termes de musique comme d'animation. Ça te hype pour le futur arc, et ça donne vraiment envie de voir la suite. Et puis surtout, la musique est super cool, c'est fait par Aimer, je crois le nom. Donc franchement, non, vraiment top au niveau de la musique. Et également, alors là, c'est vraiment du détail, mais quand même, je tenais à en parler. Donc on voit certains éléments dans cet opening, on sent qu'on va avoir du flashback, notamment sur le pilier du son. Et puis après voilà, ça met en place, hein, comme ça a le rôle d'un opening, hein, ça met en place ce qui va arriver dans la suite. Et donc on peut voir que Zenitsu est endormi, hein, donc moi c'est pour ça que je mise plutôt sur le fait que Zenitsu ait appris à maîtriser son sommeil. Je pense que c'est plutôt ça, c'est aussi pour ça qu'il prend plus d'émissions en solo, etc. Je pense tout simplement que c'est ça l'explication, c'est qu'il arrive désormais à maîtriser son sommeil. Mais par contre, un truc qui m'a interpellé et qui est vraiment stylé, et ça m'avait déjà tiqué sur l'affiche, c'est que ces éclairs sont bleus. Donc pourquoi? Puisqu'avant ces éclairs étaient jaunes. Sur l'affiche ces éclairs étaient bleus aussi. Donc je suis pas spécialement surpris. Donc moi ça, j'ai deux petites théories. Première théorie qui selon moi est la bonne. Simple changement graphique du Ufotable. Ils ont voulu faire des éclairs bleus, voilà, petit changement graphique, je sais pas si c'est ça, mais potentiellement ça peut être ça. Le seul truc qui me fait me contredire, c'est que bah, dans le film, ils sont toujours jaunes. Donc après, le film date quand même d'il y a 1 an, donc voilà, je sais pas vraiment quelle est la réelle explication derrière tout ça. Est-ce que c'est purement graphique? Est-ce qu'ils se sont juste dit bah voilà, on veut faire des éclairs bleus, on trouve ça plus joli? Ou est-ce que vraiment c'est un nouveau type d'éclair? Est-ce que c'est une évolution du souffle de la foudre? Est-ce que vraiment voilà, des nouveaux éclairs plus puissants, plus rapides, ou que sais-je encore? Le seul truc qui me ferait aller envers cette théorie, c'est le fait que, bah, si vous vous souvenez, hein, saison 1, épisode 17 je crois, quand Zenitsu fait son attaque très stylée, le premier souffle, mais en mode un peu plus vénère, on va dire, quand il affronte le démon araignée, bah, les éclairs sont aussi bleus, enfin sont bleus et jaunes en fait de mémoire. Donc est-ce que là aussi c'était juste un choix visuel, ou est-ce qu'il y a une vraie explication derrière? Je pense que c'est qu'un choix visuel, voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est qu'un choix visuel, mais peut-être, on ne sait pas, que peut-être il y a une explication derrière ce changement de couleur des éclairs. Dans tous les cas je kiffe, hein. Dans tous les cas je trouve ça vraiment super beau. Et je vous laisse me dire dans les commentaires si vous trouvez ça joli, ou est-ce que vous préfériez les éclairs jaunes. Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un changement de puissance ou juste un changement graphique? J'opte pour le changement graphique, mais on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'était une review plutôt longue. Faut dire que l'épisode faisait quand même 40 minutes. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Je l'ai trouvé vraiment très bon. Je trouve que c'est un épisode parfait pour reprendre en fait, tout simplement parce qu'on reprend directement après le film. Voilà, c'est un épisode qui va pas trop loin, qui te montre un petit peu d'action, mais on va pas non plus t'en mettre plein la tête dès le début. Vraiment,
reposer les personnages, on va reposer le contexte, on va prendre son temps pour introduire l'arc qui arrive, pour introduire le nouveau personnage. Voilà, ça prend son temps. Et on a quand même un petit peu quand même d'action, un petit peu de visuel qui sont très intéressants. Je trouve que c'est tout simplement l'épisode de reprise parfait. Comment est-ce que je sais que j'ai kiffé un épisode? Et bien tout simplement quand je ne vois pas le temps passer. Et là l'épisode a duré une 40aine de minutes et j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc comme quoi c'était vraiment un très bon épisode. Ça racontait pas mal de choses et encore une fois, voilà, pour reprendre, pour se remettre en jambes dans Demon Slayer, et bah c'était vraiment nickel. Et bah voilà, personnellement je suis hyper content que Demon Slayer ait repris. Ça me fait plaisir tout simplement parce que voilà, comme vous le savez, je pense, ou comme vous l'avez remarqué, bah moi je kiffe Demon Slayer vraiment. C'était vraiment un animé coup de cœur et ça l'est toujours. Donc je suis super content que ça reprenne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content que ça reprenne. Est-ce que l'épisode vous a plu déjà pour commencer? Et puisque vous êtes content que ça reprenne, est-ce que vous êtes hype pour l'arc à venir? Est-ce que vous avez des théories peut-être sur ce qui peut arriver? Bah écoutez, je vous laisse m'écrire ça dans les commentaires comme d'habitude. Franchement, j'ai hâte de pouvoir vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup